Bonjour, alors je vous propose de commencer ce webinaire 1 heure pour comprendre et agir sur la thématique de l'arbre en ville que nous vous proposons aujourd'hui. Donc je suis Agnès Hannequin, chargée de mission aménagement et biodiversité, et je suis accompagnée de Stéphanie Garrido, chargée de mission euh, territoire et biodiversité, et Nicolas Vépierre, chargé de mission gestion durable des eaux pluviales à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, pardon. Euh, donc, on est sur un webinaire introductif d'un cycle de webinaires qu'on vous proposera en 2024, plutôt au deuxième semestre, sur ce sujet de l'arbre en ville. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un petit chapeau où on va commencer à aborder les sujets qui nous paraissent importants et qu'on développera lors d'un futur cycle de 3 webinaires au deuxième semestre 2024. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aborder les notions et enjeux pour préserver et développer le patrimoine arboré de vos territoires, et donc en particulier dans les milieux plutôt urbanisés, villes et villages donc. Alors, les règles du jeu de ce webinaire, donc effectivement, les participants n'ont pas la possibilité d'activer leur micro, mais si vous avez des questions ou des réactions, vous pouvez utiliser le module questions-réponses qui est réservé à cet effet dans Zoom. Et pour répondre à l'avance à cette question, donc le webinaire est enregistré en vidéo et le PowerPoint sera également mis à disposition sur notre site internet dans la rubrique Retour sur nos événements. Le lien sera mis à disposition dans le PowerPoint. Voilà, donc 2 mots sur l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, donc l'ARB. Donc nous sommes un établissement public de coopération environnementale qui existe depuis plus de 40 ans. Donc on est une structure partenariale qui rassemble la région, l'État et ses agences, mais également des collectivités, des représentants du secteur économique, des associations. Et la mission de cette structure collaborative, c'est d'accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Donc, ça se fait autour de 4 axes principaux. Donc, l'accompagnement des collectivités et des acteurs, notamment via des démarches de labellisation ou de reconnaissance de leur engagement, que ce soit en faveur du développement durable avec le label Territoire durable, une COP d'avance, ou en faveur de la biodiversité, donc mettre en avant des collectivités qui s'engagent dans des plans locaux biodiversité au travers de la reconnaissance territoire engagé pour la nature. On anime également la charte régionale zéro déchet plastique. À côté de ça, on a également beaucoup d'actions d'information, de sensibilisation et de formation des différents publics, notamment élus, techniciens, associations, professionnels, sur les enjeux de la biodiversité, de l'eau et de la transition écologique. Donc, ce cycle de webinaire 1 heure, effectivement, s'intègre dans cette mission-là, cette action-là. Mais nous avons également d'autres actions comme le Biodiff Tour, qui sont des visites de terrain gratuites, professionnelles, à destination des acteurs du territoire. Voilà, nous avons également un certain nombre de ressources que vous pouvez consulter dans notre espace ressources sur Internet. Voilà, donc 2 axes sur lesquels je souhaitais insister aujourd'hui parmi les 4 axes d'intervention de l'ARB. Donc ces webinaires 1 heure pour comprendre et agir, c'est un rendez-vous chaque mois de 13h à 14h pour approfondir ou déjà découvrir un sujet en lien avec la transition écologique. Donc c'est le 9e webinaire de 2023 aujourd'hui. Voilà, donc simplement, je vous ai mis un petit récapitulatif des webinaires qui ont déjà eu lieu cette année, notamment comment réaliser son plan local pour la biodiversité, l'indice région vivante, donc comment se porte la biodiversité dans notre région, le webinaire santé biodiversité et leurs liens, un webinaire sur l'aménagement durable de nos villes et nos villages. Nous avons également eu une présentation du guide planton local du littoral méditerranéen au massif alpin, donc sur la végétalisation, très en lien avec le sujet de notre webinaire du jour. Un webinaire sur les financements pour la biodiversité disponible pour les collectivités, un autre sur le fonds vert qui est également un financement disponible, et voilà, une présentation de l'appel à projet plantation d'arbres en bord de rivière. Donc tous ces webinaires, vous les retrouvez sur notre site internet dans la rubrique Retour sur nos événements, dont j'ai mis le lien ici. Sachez, donc je fais l'annonce d'ores et déjà, que le prochain webinaire 1 heure aura lieu le 28 novembre et portera sur les démarches zéro déchet plastique dans les collectivités, avec un retour d'expérience de collectivités qui ont mis en place ce type de démarche. Alors aujourd'hui, donc sur l'arbre en ville, on va aborder trois volets. Après une courte introduction, nous aurons donc une présentation finalement relative à l'enjeu de préserver les arbres existants, parce qu'on parle beaucoup de plantation d'arbres.
Mais finalement, un des enjeux et le discours que l'on tient, effectivement, c'est de dire qu'avant de planter des arbres, il faut aussi se préoccuper de préserver et de maintenir en bonne santé le patrimoine arboré existant, avec les contraintes qu'il y a en ville. Donc, cette présentation devait être faite par Thomas Fourest, qui a eu un empêchement. Donc, je prendrai sa voix et j'essaierai de retranscrire au mieux le discours qu'il souhaitait vous tenir. En deuxième partie, nous aurons donc une présentation sur les conditions finalement pour avoir des arbres en bonne santé, que ce soit des arbres existants ou des arbres que l'on va planter. Donc, ce sera Nicolas Vépierre qui vous parlera en fait de l'infiltration des eaux pluviales et de la trame brune avec l'enjeu d'avoir un sol vivant et fonctionnel pour avoir des arbres qui vont se développer correctement. Et enfin, une troisième partie sur la question relative aux arbres adaptés au climat de demain. C'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on plante maintenant pour avoir des arbres qui vont pouvoir se développer avec le climat et son évolution? Donc, ce sera une présentation de Stéphanie Garrido. À chaque fois, nous aurons un petit temps de questions-réponses après chaque présentation et nous conclurons normalement à 14 heures, si tout va bien. Simplement, un rappel, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un webinaire vraiment introductif. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail absolument de tous ces sujets. Le sujet est tellement vaste que c'est pour ça qu'on a choisi de vous proposer un cycle de webinaires qui développeront ces 3 questions l'an prochain. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de brosser rapidement les enjeux relatifs à ces questions d'arbres en ville. Alors, simplement un arbre, petit rappel, un peu basique. Un arbre, c'est un végétal qui est capable de se développer en hauteur, donc jusqu'à plus de 7 mètres de haut, hein, bien sûr, avec une structure rigide qui est un tronc et des ramifications que sont les branches. Bien entendu, un arbre, c'est pas un lampadaire, il a une partie en sous-sol très importante, donc avec son système racinaire, qu'il ne faut bien sûr pas occulter, et c'est tout l'enjeu donc dans les territoires urbanisés, anthropisés, de pouvoir permettre au système racinaire de l'arbre de se développer dans un sol à la fois avec un volume suffisant et une qualité suffisante. Donc les arbres sont des plantes pérennes qui peuvent vivre de plusieurs années à plusieurs siècles. Bien entendu, pour cela, il faut que les conditions soient réunies. Et effectivement, dans les territoires anthropisés, on a beaucoup de contraintes qui font que souvent les arbres ne peuvent pas vivre aussi longtemps qu'ils le pourraient s'ils étaient dans des conditions plus optimales. Donc les enjeux de l'arbre en ville, hein, comme je le disais, c'est que le milieu urbanisé, ville, cœur de village, c'est un milieu contraint, avec des contraintes de sol, des contraintes liées aux aménagements, des contraintes d'usage, dont on parlera un petit peu plus ensuite. Paradoxalement, l'arbre peut aussi être vu comme une contrainte lui-même. Une contrainte liée à la place qu'il prend, à des projets d'aménagement qui pourraient être effectivement empêchés par la présence des arbres, si on souhaite les préserver. On rentrera aussi un peu plus dans le détail dans la partie suivante. Pour autant, les arbres, ce sont de formidables atouts pour le cadre de vie et pour l'adaptation au changement climatique, pour la résilience des territoires. D'ailleurs, il est prouvé que les arbres en ville jouent un rôle très important pour les continuités écologiques. Il y a des études qui ont été menées par le programme BAUM, qui est un programme national sur la biodiversité et la morphologie urbaine, qui a montré que dans toutes les rues qui sont végétalisées avec des alignements d'arbres, on a une biodiversité qui est plus importante que dans les rues où il n'y a pas d'alignement d'arbres et pas de végétation. Donc la végétation en ville, toute végétation, tout arbre, tout alignement d'arbres joue un rôle pour la biodiversité, pour maintenir des continuités écologiques le plus fonctionnel possible dans les milieux urbains. Par ailleurs, les arbres jouent un rôle de climatiseur urbain, bien entendu, bien connu désormais, hein, avec les canicules dont on souffre en été. Un arbre peut rafraîchir l'air ambiant sous son pied, en tout cas hein, de 3 à 5 degrés. Donc, c'est la baisse de la température urbaine que les arbres d'ombrage permettent. On a également constaté avec des études de l'ADEME que les arbres permettaient une diminution de la consommation énergétique des climatisations, hein, de l'ordre de moins 50 à moins 60% pour des bâtiments qui sont effectivement ombragés par des arbres. Donc c'est un enjeu très important pour les villes d'aujourd'hui et de demain. Par ailleurs, la végétation et les arbres sont vraiment liés à une amélioration de la santé mentale et de la santé physique des populations. Donc ça, il y a vraiment de nombreuses études qui l'ont démontré. Et enfin, au niveau économique, il faut savoir que les biens immobiliers
vont se vendre plus cher lorsqu'ils seront à proximité d'un parc urbain que lorsqu'ils seront plus éloignés. Donc il y a vraiment une demande maintenant des populations, une attente vis-à-vis de la végétalisation, de la présence de l'arbre en ville. Et donc tout ça, ça joue évidemment sur l'attractivité, que ce soit l'attractivité touristique, résidentielle ou même économique des territoires. Donc l'arbre, voilà, il faut vraiment le voir comme un atout. Maintenant, ben voilà, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment faire pour le préserver, lui permettre d'évoluer dans les meilleures conditions et qu'est-ce qu'on plante pour pouvoir avoir des arbres qui vont se développer dans le climat de demain. Voilà, donc si personne ne m'interrompt au niveau de mes collègues, donc je vais passer à la présentation qui devait être faite par Thomas Fourès, donc sur la préservation des arbres existants et de leur santé. Effectivement, cette préservation, elle va demander de revoir peut-être certaines logiques d'entretien et de revoir parfois les projets d'aménagement qu'on peut avoir au niveau des territoires si ils viennent mettre en péril effectivement la santé ou l'intégrité des arbres. Donc, comme je le disais, la ville, c'est un milieu très contraint par les aménagements qui sont réalisés, les besoins en aménagement, hein, que ce soit réseau routier, bâtiments, etc. On a en ville des sols qui sont souvent déstructurés, qui sont tassés, donc ne sont pas des sols vivants, fonctionnels, et donc des sols qui rendent difficile le développement de la végétation. On a également bien souvent du stress hydrique pour les végétaux, parce que les végétaux se retrouvent souvent derrière des trottoirs avec des fosses de plantation beaucoup trop petites. Et donc, l'apport en eau sera trop faible pour ces végétaux qui ne pourront pas se développer correctement. Donc, on a également une sensibilité accrue au phénomène de sécheresse et de chaleur, avec notamment les îlots de chaleur urbains, avec les sols minéralisés, les surfaces minéralisées qui vont générer une chaleur beaucoup plus importante et mettre en souffrance les végétaux, tout comme les humains. On a également l'isolement des arbres qui peut les mettre en souffrance, puisque souvent en ville, la logique était de planter les arbres dans des fosses individuelles, séparées les unes des autres, alors que les arbres sont des végétaux qui ont besoin de communiquer par les racines notamment, et donc d'être en lien les uns avec les autres. La végétation souffre également des lumières artificielles qui peuvent vraiment impacter leur cycle de vie. Et enfin, ils sont souvent victimes de chocs et de blessures diverses et variées. Et alors d'ailleurs, un exemple un peu frappant sur cette image, on voit que l'arbre a été littéralement amputé d'une partie de son tronc pour laisser passer une bordure dans le cadre d'un aménagement. Alors, c'est une photo vraiment extrême hein, qu'on a volontairement placée là. Il est évident que l'arbre, là, au niveau de sa survie, il est condamné. Donc, on voit bien finalement les contraintes du projet urbain qui viennent se heurter à la santé et la préservation du patrimoine arboré. D'autant plus que l'arbre, comme je le disais, peut être vu comme une contrainte parce que certains arbres vont être allergènes, les platanes ou autres, les cyprès par exemple. On va également avoir des problématiques de sécurité. Les branches qui peuvent casser, peuvent faire peur. Ce sont des choses qui sont à gérer, mais du coup, on va avoir des pratiques d'élagage qui vont peut-être être parfois un peu trop sévères par rapport à l'intégrité de l'arbre. On a également le réseau racinaire hein, qui entre souvent en conflit avec la voirie, les réseaux VRD, et donc les racines ne peuvent pas prendre la place qu'il faudrait, et bien souvent, on va craindre qu'elles endommagent les réseaux existants. Et enfin, dernière contrainte qu'on peut constater, c'est l'entretien des arbres, puisqu'effectivement, ça demande un suivi. Un entretien, on va avoir des arbres qui vont parfois perdre des fruits, leurs feuilles, et donc ça, il faut le gérer, et ça peut générer des contraintes en milieu urbain. Donc le paysagiste concepteur, le gestionnaire de patrimoine arboré se trouve souvent voilà, tiraillé entre la préservation de son patrimoine arboré et les contraintes du projet urbain. Voilà, donc pour autant, effectivement, ces arbres rendent des services écosystémiques très importants. Donc ici, on a repris un schéma du CEREMA, hein, mais effectivement, les arbres sont support de biodiversité. Ils produisent du pollen. Ils ont un effet de barrière sonore, visuelle, donc une valeur esthétique et patrimoniale. Et bien entendu, ils contribuent au paysage et à la qualité du cadre de vie. Leur enracinement contribue au maintien et à la structuration des sols. Leur ombrage, je ne reviendrai pas dessus, mais en lien avec l'évapotranspiration, vont contribuer au rafraîchissement du climat urbain de manière très importante, en tout cas dans la perception. Et les arbres ont également un rôle dans la régulation de la qualité de l'air avec l'absorption de polluants gazeux ou de particules fines. Alors,
au vu de tous ces bénéfices, finalement, de tous ces services rendus par les arbres, pourquoi on les remplace, pourquoi on les supprime en ville? Eh bien, il y a différentes raisons qui font qu'on ne va pas conserver les arbres en ville. Déjà, parfois, ils sont malades. Donc, effectivement, un arbre malade risque de chuter et peut donc devenir dangereux dans un contexte urbain. Donc, c'est là qu'on va effectivement l'abattre, bien souvent. Et attention, parce que parfois, un arbre qui est en apparence sain peut aussi être malade et fragile. Donc, ça nécessite finalement un suivi régulier de la santé des arbres pour vérifier et gérer les éventuelles maladies qui pourraient se développer. Par ailleurs, un arbre malade peut en contaminer un autre. On le voit quand il y a des infections avec le chancre coloré du platane. Il y a des réglementations qui imposent effectivement d'abattre même des arbres sains qui étaient autour de l'arbre malade pour créer une zone tampon et éviter la contamination de tous les arbres qui sont présents autour. Et éviter la diffusion finalement de la maladie. L'arbre peut aussi être abattu parce qu'il représente une contrainte dans un projet d'aménagement. On a prévu de créer un bâtiment et évidemment, il y a des arbres qui sont en plein milieu. Donc, c'est quand même souvent bien plus simple de faire table rase et d'abattre les arbres plutôt que de remodeler le projet, de le réfléchir autour des arbres existants. Et enfin, les arbres sont abattus parfois tout simplement parce qu'on a des plaintes de riverains, d'usagers. Voilà, le mûrier platane qui fait des fruits qui tombent, ça salit le trottoir. Ou encore l'arbre qui fait un peu trop d'ombre sur le salon de riverains qui vont souhaiter avoir un peu plus d'ensoleillement en hiver et donc on va l'abattre pour leur faire plaisir. Et donc on s'interroge voilà, sur la place de l'émotion dans la décision. Voilà, est-ce que les décisions sont toujours prises de manière vraiment réfléchie et en pesant les avantages et les inconvénients de l'abattage des arbres. Et on s'interroge aussi sur la place du risque. On a parlé de danger des branches. Est-ce qu'il faut interroger la place du risque dans la préservation des arbres? Et pour ça, c'est vrai qu'on peut s'entourer de nombreux experts. Donc déjà, au sein des collectivités, on peut avoir des experts au niveau des services techniques, des élus. On peut également s'entourer d'experts arboricoles. Donc ça, c'est une discipline récente qui essaie justement de mettre en balance le risque présenté par un arbre par rapport à ses bénéfices et donc essayer de trouver le juste équilibre pour préserver les arbres au maximum et préserver leur intégrité. On a également les pépiniéristes et certains habitants également qui peuvent être experts ou en tout cas souhaiter se présenter comme experts et donc venir intervenir dans la décision. Voilà, juste un petit zoom sur l'expertise par rapport justement à cette balance bénéfice-risque. Donc effectivement, il y a une tension entre la préservation des arbres et la notion de sécurité. Donc le niveau d'intervention, il va effectivement se positionner en essayant de trouver un équilibre entre cette préservation du patrimoine arboré et la sécurité des usagers. Donc l'idée, ce serait d'essayer de développer effectivement, de former des experts de plus en plus pour diagnostiquer et essayer d'avoir un entretien qui soit le plus raisonné possible pour voilà, être au niveau de cette balance bénéfice-risque les plus pertinents possibles et ne pas intervenir de manière trop sévère dans l'élagage des arbres comme ça se fait bien souvent en pratique. Donc voilà, essayer d'avoir une approche clinique de l'arbre au sein de son environnement. Voilà, donc différentes étapes pour préserver son patrimoine arboré. La première étape, c'est de mieux connaître son patrimoine. Donc, il y a des collectivités qui se dotent d'un inventaire de leur patrimoine arboré avec une analyse du contexte de l'environnement urbain de chaque arbre. Une deuxième étape, ça peut être de se fixer des objectifs et un projet pour maximiser les différents services rendus par ce patrimoine arboré. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite? Comment on souhaite préserver le patrimoine arboré? En troisième étape, du coup, après cela, on peut suivre et gérer son patrimoine de façon raisonnée, donc pour le protéger, suivre sa santé, son évolution et l'entretenir de manière raisonnée, comme je le disais juste avant. Et une quatrième étape, ça peut être effectivement de communiquer autour de cette politique de préservation du patrimoine arboré et d'associer les différents acteurs et experts, tout comme le grand public. Un petit zoom rapide et ensuite j'en aurai terminé sur un outil qui permet quand même de préserver le patrimoine arboré et notamment dans un contexte d'aménagement du territoire, c'est le plan local d'urbanisme. Il y a des outils au sein du règlement graphique qui existent qui permettent de préserver le patrimoine arboré, donc les haies, les alignements d'arbres, les ripisylves, les arbres remarquables. Donc c'est l'outil L151-23 du Code de l'urbanisme qui permet de localiser précisément que ce soit sous forme de ponctuel, de linéaire ou même de surfacique, voilà, le patrimoine arboré qu'on souhaite préserver. Mais
bien entendu, ça nécessite de connaître ce patrimoine arboré. Donc, on en revient à la première étape de la diapo précédente qui disait que voilà, il faut inventorier et connaître son patrimoine arboré et qu'ensuite, il existe des outils pour le protéger. Il existe aussi dans les plans locaux d'urbanisme les orientations d'aménagement et de programmation qui peuvent être soit appliquées sur un secteur de projet d'aménagement, soit sur un thème, comme la nature en ville, et donc qui permettent, comme ici sur l'OAP Nature en ville de la Garde, d'identifier le patrimoine arboré à préserver ou à créer pour créer une véritable continuité écologique urbaine au sein du territoire. Alors, quelques exemples concrets dans des projets d'aménagement, effectivement, où la volonté politique a permis, politique et technique a permis de préserver des arbres dans le cadre de projets d'aménagement. Donc ici, c'est l'écoquartier de Volonne, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc un écoquartier en renouvellement urbain en centre de village, sur lequel il y avait des projets de création de bâtiments. Il y avait des arbres existants, donc des cèdres centenaires. Et le plus simple, effectivement, dans le projet, c'était de créer des bâtiments assez importants et de couper les arbres. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment une volonté politique forte de préserver ces arbres et donc de construire les bâtiments autour. Donc, quitte à diviser les bâtiments en plusieurs petites parties, donc avoir des bâtiments plus petits, séparés par les arbres, mais les conserver à tout prix. Un autre exemple, c'est cette promenade donc à Olioul, au bord de la Rèbe. Donc, on a un cheminement en stabilisé qui a été créé avec un arbre qui aurait sans doute être dû couper parce que voilà, il était un petit peu au milieu du chemin. Et en fait, il y a un platelage en bois qui a été mis en place pour permettre de préserver son intégrité et certainement son système racinaire également en dessous. Et donc, c'est un exemple de petite adaptation, mais qui a permis de conserver un arbre, alors que peut-être que la logique la plus simple aurait été de le couper. Et alors, cette photo, elle est très peu visuelle, malheureusement, mais en fait, on est sur une crèche avec un préau à Montsartou. Il y avait un très bel arbre aussi qui était présent. Et en fait, le préau est venu entourer, on voit le tronc de l'arbre en fait qui dépasse. Le préau est venu littéralement entourer le tronc d'arbre et en fait, l'arbre est resté en place et le préau est venu se mettre autour du tronc d'arbre. Et on a cet arbre qui est finalement intégré littéralement au bâtiment. Donc, comme quoi, c'est vraiment possible de préserver les arbres existants et ça devrait vraiment être une priorité parce que un arbre qui est âgé, qui fonctionne bien, qui est en bonne santé, rend une multitude de services que des jeunes baliveaux, donc des jeunes arbres qu'on va planter pour le remplacer, ne rendront pas avant de nombreuses années. Et sachant qu'il y a également une mortalité très importante quand on plante des jeunes arbres, on va en perdre pas mal, ça va demander de l'entretien, du suivi, de l'arrosage. Donc vraiment, le discours qu'on porte, c'est de préserver les arbres existants avant de vouloir en replanter de nouveaux. Voilà, et donc juste une présentation de quelques outils qui peuvent permettre justement de préserver votre patrimoine arboré au niveau des territoires. Donc la charte de l'arbre, c'est un guide sur les moyens à mettre en place sur un territoire pour gérer, préserver, restaurer le patrimoine arboré. Le plan canopé, c'est l'idée de créer des canopées urbaines. Donc, la canopée, c'est finalement l'ombrage qui va être créé par les houppiers des arbres. Et donc, sur certains territoires, on essaie de s'adapter au réchauffement climatique en créant de véritables canopées urbaines, donc une continuité de houppiers pour que l'ensemble des rues et des ruelles soient finalement bénéficient d'un ombrage des arbres. Donc, le plan canopé permet d'identifier les trous dans la canopée et donc de voir où est-ce qu'on va replanter des arbres en priorité. On peut également faire un inventaire de ces arbres remarquables ou également utiliser le barème de l'arbre qui va permettre de donner une valeur monétaire à un arbre. Donc, c'est-à-dire que avant de couper un arbre, ce barème se sert finalement de tous les services que rend cet arbre en fonction de son âge, du type d'essence, de son positionnement, etc. Et on va se rendre compte que finalement, ces services rendus par l'arbre peuvent se monétiser et que quand on coupe un arbre, finalement, on ne fait pas forcément des économies. Loin de là. Voilà, donc j'ai terminé. Donc c'était la partie normalement qui devait être présentée par Thomas Fourest. Donc voilà, j'espère que j'ai au mieux retranscrit ce qu'il souhaitait nous donner comme information. Et si vous avez quelques petites questions ou remarques, n'hésitez pas à les poser. Si on peut y répondre, on le fera. Voilà, je ne sais pas si Thomas et Stéphanie, vous avez vu des questions dans le module. Oui, tu as des questions sur justement au niveau des règles du PLU. Je pense que ça a été en partie répondu avec tes deux diapos là, Mhm. sur les possibilités justement de protéger l'existant. Et ensuite, il y a au niveau de la loi 3DS, est-ce que tu as
des éléments? Alors là, Mm. pas du tout. Je pourrais pas répondre à cette question-là comme ça de but en blanc. Mais alors, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a des questions qui sont posées auxquelles on n'est pas en mesure de répondre aujourd'hui. L'idée, c'est que dans les webinaires qu'on fera l'an prochain, qui seront plus détaillés sur chacune de ces parties, déjà, on fasse intervenir aussi d'autres experts pour élargir le débat et le discours et qu'on puisse répondre aux questions que vous pourrez nous poser voilà, aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc sur la loi 3DS, là je suis désolée, je j'ai pas de réponse précise à donner par rapport aux arbres. Et Euh, du coup, il y avait juste, ah ouais, en plus du PLU, il y avait une autre question, enfin, dans une partie des questions, c'est comment on peut protéger les arbres contre les dégâts de stationnement, de circulation, voilà, ce genre d'agression, quoi. Alors sur le stationnement, c'est vrai qu'on voit souvent des aménagements qui sont créés et qui sont pas incompatibles avec ce que tu vas nous présenter, Nicolas, après par rapport au chemin de l'eau, où effectivement, jusqu'à présent, on mettait beaucoup les arbres derrière des bordures autour des stationnements hein, pour les protéger des impacts des véhicules notamment. Et c'est vrai que maintenant, on essaye de montrer, comme tu le diras après, que les bordures, c'est pas forcément une bonne idée puisque l'arbre ne bénéficie pas de l'écoulement des eaux pluviales qui sont bloquées par la bordure. Donc, si on fait sauter ces bordures, comment on peut faire? Alors, on voit souvent des ganivelles qui sont mises en place ou des petits des piquets, des clôtures en bois qui peuvent être même provisoires, qui peuvent permettre de préserver les arbres, notamment quand ils sont jeunes sur les stationnements. Voilà, donc c'est ce qu'on voit le plus souvent, en tout cas en milieu urbain. Il y a pas mal de photos de référence. Puis le fait de végétaliser aussi le pied d'arbre permet aussi de rendre un peu plus visible le sujet, on va dire, et d'empêcher les véhicules de rouler autour. Ensuite, sur le PLU, effectivement, il y a une remarque disant que le recours au PLU est insuffisamment utilisé. Et donc, effectivement, mon discours, c'était de dire qu'il y a des outils qui existent et que malheureusement, bien souvent, on a du patrimoine arboré existant, même dans des parcelles privées, et que le PLU permet quand même d'identifier les sujets, par exemple des vieux chênes, des oliveraies, des arbres isolés qui seraient très intéressants. Et du coup, effectivement, malheureusement, ce PLU est souvent sous-exploité. Ben aussi parce que ça demande, comme je le disais, un diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut avoir une cartographie de son patrimoine arboré, de ce qu'on souhaite protéger, et ensuite on peut utiliser l'outil PLU pour les cartographier. Après, le PLU, il faut aussi le faire vivre, c'est-à-dire qu'il faut aussi accompagner les pétitionnaires qui ont un projet d'aménagement ou un projet de construction en leur réexpliquant, en faisant de la pédagogie, parce que bon, ça va très vite de couper un arbre parce qu'on ne savait pas ou qu'on n'avait pas voulu comprendre qu'il y avait une protection dessus, que ce soit un EBC ou un article L151-23. Donc voilà. Mais effectivement, c'est un outil qui mérite d'être plus utilisé, tout comme les OAP dans le PLU. Merci pour tes Euh, réponses. Et ouais, je sais pas si tu regardes en même temps, mais il y a donc à partir de quand un arbre est considéré comme remarquable? Et est-ce qu'il y a des critères communs pour justement? Alors là-dessus, peut-être que c'est Thomas qui aurait pu y répondre. Malheureusement, il a vraiment eu un empêchement de dernière minute, donc là-dessus. Après, remarquable, je ne sais pas s'il y a des critères communs, mais en tout cas, dans la diapo d'avant, on parlait de l'inventaire des arbres remarquables, donc ça vaudrait le coup d'aller voir effectivement, c'est un label en fait, donc il faudrait aller voir au niveau de ce label ce qui est indiqué pour caractériser les arbres remarquables. Mais a priori, bah, dans l'imaginaire collectif, on imagine qu'on parle d'arbres, de chênes, de tilleuls, d'arbres centenaires, avec une qualité, une fonctionnalité intéressante en tout cas, et une valeur, qu'elle soit paysagère, patrimoniale, pour la biodiversité, qui soit intéressante. Mais encore une fois, pour préserver ces arbres dans un PLU, il n'y a pas besoin de les avoir identifiés nécessairement comme remarquables. Simplement, il faut les avoir identifiés et avoir le souhait de les préserver. Et effectivement, je vais compléter ce que disait Stéphane Arnassan dans les commentaires, qu'effectivement, il ne faut pas considérer seulement l'espace public, parce que les espaces privés représentent jusqu'à 80% de certains territoires. Et effectivement, il y a un gros levier à actionner sur l'espace privé pour préserver le patrimoine arboré. Donc, à la fois à travers le PLU, mais également à travers la sensibilisation. Et ce sont les seuls leviers qu'on a jusqu'à présent pour agir là-dessus, quoi. Et il y a une question bah, liée au risque, ça tu en as un peu parlé aussi, c'est bah, dans le cadre de l'intégration d'un arbre au sein d'un bâtiment, avec l'exemple là, du préau,
Est-ce qu'il y a des risques de chute de branches, par exemple, ou de l'arbre même? Et Mm. voilà, faut-il faire un diagnostic particulier et par qui, du coup? Ça, c'est un peu ce que tu as abordé. Alors du coup, c'était dans effectivement la diapo sur les experts, hein. Donc il y a des experts de l'arbre, experts arboricoles, donc discipline assez récente, qui vont justement essayer de mettre en balance le risque lié à un arbre. Voilà, il y a des choses assez fines qui sont développées sur, voilà, en fonction de la forme des ramifications, des branches, est-ce qu'il y a un risque de chute, de casse, etc. Donc c'est une discipline qui est assez récente, mais effectivement, je suppose que dans le cadre de ce bâtiment, ça a été évalué et qu'il y a un suivi qui est fait pour éviter qu'il y ait des branches qui tombent sur le toit du préau et viennent commettre des dégâts. En Voilà. complément, ouais, juste en complément, c'est vrai que on a fait venir justement une personne qui essaye de créer un groupe autour de l'expertise de l'arbre pour cette approche clinique. C'est vrai qu'on a plutôt un regard qui est très sécuritaire, mais c'est aussi dans le domaine, enfin dans le sujet après, dont on parlera sur l'infiltration des eaux, ouais, on est tout le temps dans beaucoup de prise en compte de sécurité et dans ce domaine-là aussi. Et vu que ces sociétés, quand on les fait venir, ces petites entreprises ou autres, elles engagent un peu leurs responsabilités, très rapidement, on est sur vraiment du trop sécuritaire. Donc, c'est vrai qu'il y a là aussi un besoin peut-être de formation au sein de ces personnes qui viennent pour diagnostiquer l'arbre et même la commande publique ou commande privée du diagnostic, d'être là aussi pour temporiser un peu le discours et de se dire non, cet arbre, on veut le préserver, on ne va pas le couper, te l'élaguer de manière forte ou carrément le couper. Voilà, il y a aussi un peu un parti pris à avoir au sein voilà, du discours d'une Tout à fait. collectivité ou d'une commande publique En privée. fait, il faut se dire que le risque zéro n'existe pas. Et d'ailleurs, Thomas m'avait donné des chiffres assez intéressants sur les causes de mortalité, donc la comparaison entre les causes de mortalité, donc c'est au Royaume-Uni, je crois, par la foudre, donc c'est 1 sur 18 000, par les arbres, donc c'est 1 sur 10 000, et les accidents de la route, c'est un décès sur 8 000. Donc finalement, voilà, il y a quand même plus de risques avec les accidents de la route qu'avec les arbres. Mais effectivement, comme c'est de la responsabilité des collectivités, hein, si effectivement une branche tombe sur la tête d'un passant, c'est là qu'effectivement on a tendance à être dans le tout sécuritaire et là où effectivement peut-être qu'il faut essayer de raisonner les choses et essayer de faire évoluer ces pratiques d'élagage parfois un peu trop sévères et qui peuvent du coup remettre en question la survie et la santé des arbres en milieu urbain. D'ailleurs, il y a une remarque et question sur un projet justement d'abattre 18 tilleuls centenaires. Et bon, alors, je sais, ouais, est-ce que là, la question, c'est est-ce qu'on a des possibilités de partager donc des exemples, enfin, des noms pour une contre-expertise au Mais là, je niveau pense qu'il faudra prendre contact directement avec Thomas Fourest. J'ai mis ses coordonnées à la fin du PowerPoint, donc je pense que voilà, c'est peut-être directement avec lui qu'il faudra avoir ça pour avoir des contacts. Là, je ne vais pas les donner euh, à l'oral si on en a ici, mais voilà, plutôt prendre contact directement avec Thomas pour avoir cette réponse. Je vois aussi une question par rapport à un recueil d'arbres peu consommateur d'eau adapté au changement climatique et qui procure de l'ombre. Donc ça, on en parlera en troisième partie, donc vous n'arrivez pas trop tard, Madame Deluse, puisqu'on va en parler ensuite. Euh, du coup, Nicolas, je pense qu'on peut passer à la partie suivante, s'il n'y a pas d'autres remarques et questions. Ok. Euh, Ok. Donc du coup, effectivement, là, on était dans cette partie qui voulait introduire cette notion de préservation des arbres existants et d'entretien raisonné pour préserver leur santé. On va voir aussi comment mettre en place des bonnes conditions, que ce soit au niveau de l'approvisionnement en eau de manière la plus naturelle possible, finalement, avec l'infiltration des eaux de pluie, qui peut bénéficier aux arbres directement et grâce au sol aussi, à la qualité du sol et à la trame brune. Donc c'est Nicolas Vépierre qui va nous faire cette présentation pour ces conditions qui vont permettre d'avoir des arbres en bonne santé et qui vont se développer de manière optimale, que ce soit des arbres existants ou des arbres qu'on va planter. Voilà, donc Nicolas, je te laisse la main sur cette partie. Merci. Oui, donc dans cette partie, nous allons vous présenter des exemples d'aménagement pour favoriser la bonne santé des arbres, donc existants et plantés. C'est ce que donc Agnès vient de vous dire. Cela passe par l'infiltration des eaux pluviales,
pour donner de l'eau, pour donner à boire aux arbres, au final, lorsqu'il pleut. Cela passe aussi par la pleine terre et avoir un sol adapté au développement du système racinaire. La pleine terre, c'est aussi la possibilité donc, de favoriser une trame brune. Cette trame brune, c'est l'idée de créer une continuité du sol en milieu urbain pour favoriser la vie et le déplacement de la pédofaune. Donc voilà, on va, en termes d'intro, parler sur cette partie-là du sol. Le sol est à la base de la renaturation de nos villes et nos villages. D'une certaine manière, on peut dire que le sol, c'est la première des solutions fondées sur la nature en milieu urbain. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, de solutions fondées sur la nature. Ce sont des réponses au dérèglement climatique, réponses bénéfiques pour nous, humains, mais tout en protégeant et favorisant la biodiversité. Euh, pour toutes les solutions en milieu urbain, donc ces types de solutions, on fait intervenir les bénéfices du sol. Euh, pour cela, il faut avoir un sol vivant. Donc, c'est un sol avec des bactéries, des champignons, toute une pédofaune. Cette vie, elle participe à avoir un sol poreux. Et donc un sol capable de stocker et d'infiltrer les eaux pluviales. Et cette vie, tout ce sol fonctionnel, c'est aussi ce qui participe au stockage du carbone. Et enfin, il y a des études menées sur les arbres qui montrent que 80% des racines d'un arbre sont dans les 50 premiers centimètres du sol. Et même dans ces 50 premiers centimètres du sol, c'est là où on concentre la totalité des racines d'un diamètre supérieur à 5 centimètres. Donc cette image un peu très artistique d'un arbre miroir entre le houppier et le système racinaire, voilà, il faut un peu se l'enlever de l'esprit, c'est pas toujours le cas, voire c'est pas souvent le cas. Euh, donc, le sol, on a besoin de le connaître, de le caractériser. Tout d'abord, il faut savoir quelle est la texture de ce sol. La texture, c'est la proportion des différents éléments fins du sol, c'est-à-dire les argiles, les limons et les sables. Donc, quelle proportion on a chacun de ces composants. Un sol, c'est aussi une teneur en matière organique. Et enfin, il faut prendre en considération la structure du sol. La structure du sol, c'est l'agencement des particules solides et des vides. Et les vides, le vide dans un sol, c'est quelque chose vraiment à prendre en considération et d'important. Et on a deux types de porosité. On a la macroporosité et la microporosité. La macroporosité, c'est ce qui permet à l'eau de s'infiltrer dans le sous-sol vers une nappe, par exemple. C'est toute une connectivité de cavités. Et la microporosité, c'est l'eau qui reste dans le sol. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle la réserve utile. C'est cette eau qui est disponible ensuite pour le développement des plantes. Donc là, on voit, il y a deux types de porosité. Les deux sont importantes. Il faut trouver un juste équilibre. En tout cas, il faut qu'on ait un sol qui puisse avoir un équilibre entre les deux. Euh, Ensuite, avec cette idée d'infiltrer l'eau, les eaux pluviales, il faut déterminer un temps de présence de l'eau dans l'aménagement ou en tout cas au niveau de la zone où on infiltre. Et pour ça, il faut réaliser ce qu'on appelle donc des tests d'infiltration, des tests de perméabilité. Mais en tout cas, petit message, c'est que ces tests donnent une indication pour la conception, pour le dimensionnement, mais il faut aussi savoir les relativiser, parce qu'ils sont notamment un peu sécuritaires, voire déstructurants au niveau du sol, quoi. Et enfin, euh, si on veut créer nos villes et nos villages renaturés avec une grande place pour la pleine terre, et ben, suivant les aménagements, ça peut mobiliser des volumes gigantesques de terre végétale. Et on va dire que cette approche-là n'est pas nécessairement vertueuse, parce que du coup, la terre végétale, il faut la faire venir, donc il y a du déplacement de camions. Suivant le type de production de la terre végétale, on passe par du décapage de sol existant. Et donc, une possibilité, c'est de caractériser le sol en place, de déterminer si une simple décompaction est suffisante pour retrouver un sol fonctionnel. Et si ce n'est pas le cas, de chercher à équilibrer le sol directement sur le site, sur le chantier, et pour essayer de retrouver une structure de sol voulu, un sol qui va répondre justement aux caractéristiques qu'on veut au bénéfice donc, de l'arbre. Donc là, on vient de voir un peu la composante sol. Sous la composante sol, il y a le sous-sol. Et ça aussi, ouais, juste encore un petit peu. Le sous-sol aussi, c'est un élément à caractériser, à étudier. Pour cela, donc, on réalise des études géotechniques. Ça permet de savoir est-ce qu'on a du gypse, est-ce qu'on a un karst, est-ce qu'on a une nappe.
À chaque fois, ça stoppe pas l'aménagement, ça n'empêche pas de faire, c'est juste qu'il faut adapter. Et aussi, il faut adapter lorsqu'on a des réseaux. Ça, Agnès l'a aussi dit. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a des réseaux dans une rue qu'il faut s'empêcher de renaturer, de végétaliser. C'est juste qu'il faudra adapter l'aménagement. Alors, donc là, on va parler des arbres de pluie. Et au final, ben, un arbre de pluie, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un arbre qui a été placé sur le chemin de l'eau. Soit c'est un arbre existant, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va orienter les eaux pluviales vers la fosse de plantation de cet arbre, soit c'est un arbre planté, et c'est la conception de l'aménagement, le nivellement, les pentes qui vont être créées, qui vont amener l'eau vers les arbres et donc créer ce qu'on appelle des chemins de l'eau. Et là, du coup, on va voir quelques exemples. Pour, pour commencer, bon, ça fait vraiment écho au message donc, de Thomas porté par la voix d'Agnès, là où nous, notre message, il est vraiment de protéger, de sanctuariser l'existant, les arbres. Là, c'était pour vous montrer un exemple où bah, cet arbre aurait dû être coupé dans le projet d'aménagement, et c'est le DST de cette commune qui s'est battu pour le garder. Et au final, bah, ça a même permis de créer une chicane, une zone un peu de ralentissement, et ça sécurise l'entrée du village, qui d'ailleurs, où il y a une école, donc du coup, ça permet un peu de sécuriser l'entrée de l'école. Prochaine diapo. Merci. Là, on a deux exemples. Encore une fois, avec du patrimoine arboré existant. À gauche, l'eau s'infiltre sous le platelage bois que vous voyez là, tout linéaire. Il faut s'imaginer que sous ce platelage bois, il y a l'équivalent d'une noue. Donc, une noue, c'est un fossé peu profond. Donc, l'eau se répartit sur tout ce linéaire, s'infiltre, et ça permet du coup de donner à boire, de donner de l'eau à ces arbres pour qu'ils se développent un petit peu mieux. Et à droite, là, ce qu'on voit, c'est que donc, ce ne sont pas des pavés qui sont poreux, ce sont les joints, et l'eau s'infiltre au travers de tout ce maillage de joints, et ça fait que cet arbre, son système racinaire va pouvoir trouver un sol un peu plus propice, un peu plus nourricier tout autour là, enfin, au niveau de cette place de village. Prochaine diapo. Donc voilà, donc là on est sur deux exemples, enfin, ce qui est un peu, on va dire, ce qu'il faut le plus réaliser au sein des aménagements, c'est-à-dire c'est la conception donc, de nous planter avec des arbres. Avec ça, en plus, on crée vraiment, on va dire, une trame verte, bleue et brune en milieu urbain. Un maillage justement propice à l'eau, au végétal et au sol. Donc à gauche, ce qu'on voit, donc là c'est sur un aménagement récent d'un quartier. Et à droite, on est sur un aménagement plus ancien, sur une parcelle. Donc ça montre que la noue peut être adaptée à la fois sur un aménagement de quartier ou au sein d'une parcelle. Et à droite, ce qu'on voit, c'est que justement la circonférence des troncs bah, elle est suffisamment importante pour montrer qu'on a eu un bon développement du végétal. Et donc ce genre de solution est vraiment propice pour avoir un arbre en bonne santé. Ce qui est intéressant, c'est que ces aménagements, donc ils vont permettre au système racinaire de l'arbre de ne pas, on va dire, se développer uniquement dans la fosse de plantation. Une fosse de plantation, il faut imaginer finalement que c'est comme un grand pot, quoi. Donc, si on réfléchit qu'avec une fosse de plantation, bah, on limite le développement du système racinaire. Alors que là, eh ben, ça va permettre aux racines de se déplacer, de coloniser tout ce milieu qui a été normalement réfléchi, conçu, plutôt propice, nourricier pour l'arbre. Et donc, tout le long de ces nous, on a justement le système racinaire qui peut se développer. Et ça, c'est surtout intéressant lorsqu'on a un sol encaissant qui n'est pas très fertile, très compacté, potentiellement avec des réseaux. Donc, vu que l'arbre, le système racinaire, va trouver quelque chose de propice, il devrait pas trop, pas aller vers une tranchée avec des réseaux à l'intérieur ou aller sous l'enrobé. Justement, il va rester dans cette zone un peu du sol nourricier. Euh, Parce que du coup, on a justement conçu un sol avec des éléments minéraux et organiques nécessaires à l'arbre. Et prochaine diapo, merci. Donc là, on vient de voir que orienter les eaux pluviales vers les arbres, c'est ce qu'il faut faire. Avoir de la pleine terre également, c'est vraiment ce qu'il faut favoriser. Mais si on veut maximiser l'apport d'eau pluviale pour rendre le plus robuste possible les individus et leur permettre de mieux résister à la période de sèche, de stress hydrique, eh bien, c'est utile de réfléchir en complément, de concevoir un stockage complémentaire à la fosse de plantation. Ici, justement, au niveau de cet aménagement, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre. Donc là, il y a au niveau de la photo un petit trait sombre là au niveau du parvis. C'est un avaloir. Donc l'eau s'infiltre dans cet avaloir et ensuite se répartit sur ce que vous voyez au niveau de la coupe
et une structure, donc réservoir conçu en structure alvéolaire, et en plus avec un complément avec des galets. Ce qui fait que tout ce volume de vide peut se remplir avec de l'eau pluviale et va laisser ensuite le temps, suite à la pluie, de transférer cette eau vers les fosses de plantation, qui en plus ont été conçues avec un volume assez intéressant, là, de 16 mètres cubes. Donc voilà, entre 9 et 12, c'est un peu ce qui est conseillé. Là, on est monté à 16, donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment intéressant. Euh, Là, juste, ce qu'on voit, c'est qu'en plus sur ce site, mais ça demande une étude approfondie, on a identifié ce site cet été, les arbres du parvis, donc si on revient sur la photo, les arbres du parvis se sont mieux développés que l'alignement d'arbres qui est un peu vers le fond de la photo, alors que les arbres d'alignement ont été plantés 2 ans avant. Donc là, ça confirmerait que même chez nous, malgré nos pluies un peu, on va dire, malgré notre régime pluvieux, parce que ce genre de données, on les a dans d'autres régions où là, on avait la confirmation que bien sûr, si on donne de l'eau à un arbre, bah, du coup, il se développe mieux. Nous, on avait souvent le discours avec notre régime pluviométrique. Et ben oui, à partir de ce site-là, il en faudrait d'autres et creuser sur celui-là, en tout cas, une confirmation qu'on a bien un meilleur développement du végétal. Et enfin, donc là, on va avoir encore une autre photo. Là, ça permet de montrer qu'on peut connecter aussi les toitures aux fosses de plantation. Là, sur cette photo, la photo de gauche, vous voyez donc il y a l'évacuation des eaux pluviales, le petit coude, donc un dauphin, qui permet d'envoyer l'eau pluviale dans la fosse de plantation. Et donc là, encore une fois, ça permet de favoriser le développement du végétal. Et donc là, on a parlé des arbres de pluie. Et je voulais faire un zoom sur la création d'îlots de fraîcheur végétalisés en climat méditerranéen. Donc ça, vous allez voir après avec Stéphanie, mais choisir des essences acclimatées à la sécheresse, ben, ça va permettre à l'individu de survivre pendant la période de sécheresse, de stress hydrique, ok. Cependant, si on veut des individus de grande taille, avec un beau volume de houppier, pour faire de l'ombrage, notamment comme là sur la photo, ben, du coup, il faut bien de l'eau pour que l'arbre grandisse. Et c'est grâce à ce type d'aménagement que justement on propose des espaces agréables durant la période chaude et même des lieux, bah, du coup, voilà, pour des enfants ou des personnes âgées en période de sécheresse et de canicule. Donc, l'idée, c'est qu'il faut de l'eau. Mais quelle eau? Et là, il y a si on peut aller sur la diapo suivante, c'est cette idée de valoriser tout ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles. Donc, dans les eaux identifiées, ces différentes formes d'eau qu'on peut avoir en ville. Donc, il y a les eaux pluviales. Attention, priorité, là on l'a vu, c'est d'infiltrer. L'infiltration, c'est ce qu'il faut faire en premier. Et ensuite, quand on a bien réfléchi l'aménagement avec l'infiltration, on peut en complément réfléchir à ce qu'on appelle la récup-utilisation des eaux pluviales. Ça demande de déterminer pour quel usage, quel besoin, quelle quantité, déterminer un volume et donc avoir un stockage qui va permettre du coup de favoriser, préserver, faire survivre les individus durant les mois de la période sèche. Et c'est là où rapidement on peut atteindre des volumes assez conséquents et donc avec un coût derrière. Ensuite, il y a les autres sources. Les autres sources, c'est, bon, attention, plutôt des sources qui ne sont pas utilisées par ailleurs. Donc, d'identifier, moi, dans mon esprit, c'est plutôt dans les villes, des sources qui ont été busées, cachées, oubliées, de refaire des recherches biblio, de localiser les résurgences, le débit, et à partir de là, de se dire, bah, cette eau-là, elle est favorable à créer un chemin de l'eau végétalisé en milieu urbain. On a aussi donc les eaux qui sont drainées et pompées dans les aménagements souterrains, que ce soit des parkings souterrains ou des sous-sols. Pour un aménageur ou un architecte, bah, ce type d'eau, c'est une contrainte. Et il faut passer d'une vision contrainte à plutôt une opportunité, parce que, encore une fois, ces eaux-là, c'est une richesse et donc on peut les valoriser. Et enfin, pour finir, il y a les eaux grises. Bon, eaux grises, on va dire, en enlevant donc les eaux grises, pour préciser, c'est les eaux générées par un habitat domestique, euh, en enlevant les eaux des toilettes, et je dirais même en enlevant les eaux des éviers et des lave-vaisselle, où là, on est encore sur des choses assez chargées. Donc, on peut valoriser les eaux qui restent, c'est-à-dire la salle de bain, le lavage du linge, les éviers. Et il y a des expérimentations à mener là-dessus, notamment à créer des filtres plantés de végétaux en milieu urbain pour traiter ces eaux grises, parce que ces eaux, elles ont besoin d'être traitées. Et du coup, déjà, le filtre planté en lui-même serait un espace vert, un espace propice à créer de la fraîcheur ou un lieu favorable à la biodiversité. Et en plus, en sortie de cet espace, on aurait une eau qui pourrait être utilisée pour arroser des aménagements à proximité. Voilà, je vous remercie. C'est un peu ce que j'avais à vous dire.
Merci Nicolas, du coup, pour cette présentation. Alors rapidement, voilà, s'il y a quelques questions, parce qu'on a pris un petit peu de retard, donc j'espère que les participants pourront rester pour voir la présentation de Stéphanie. Sinon, Euh, comme tu veux, sinon on enchaîne avec la présentation de Stéphanie. C'est comme. Oui, on va peut-être enchaîner avec la présentation de Stéphanie et poser toutes les questions à la fin éventuellement. Voilà. En tout cas, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route que les micros des participants ne peuvent pas être activés. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, il faut les faire via le module de questions-réponses. Voilà. Donc Stéphanie, si ça te va, je te propose de prendre la suite et on fera les questions ensuite. Simplement, voilà, pour résumer l'intervention de Nicolas, effectivement, on voit que dans un contexte climatique où la ressource en eau est de plus en plus un sujet de tension et d'inquiétude, à juste titre, effectivement, il faut revenir à des aménagements sur lesquels toute goutte d'eau qui tombe sur un territoire donné va être mobilisée et va être utile pour ce territoire. C'est-à-dire que quand on est dans des systèmes de gestion du pluvial comme on les a développés depuis plusieurs décennies, hein, avec du tuyau, des solutions grises, des solutions de génie civil, l'eau qui tombe, la goutte d'eau qui tombe va s'écouler en aval, va prendre de la vitesse et au final retourne, pour schématiser, elle retourne à la mer très rapidement alors qu'elle ne bénéficie pas au territoire. Donc toute cette idée, c'est vraiment de mobiliser l'eau en local pour qu'elle bénéficie au territoire, à la végétation qu'on souhaite développer pour avoir de la fraîcheur localement, des îlots de fraîcheur grâce à la végétation et pour aussi pouvoir éventuellement recharger les nappes phréatiques. Voilà, donc du coup, ça fait une transition hein, puisqu'on parle de ressources en eau, donc d'évolution climatique. La question que tout le monde se pose, c'est voilà, si je dois planter des arbres aujourd'hui, qu'est-ce que je plante? Comment je choisis? Est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce qu'il y a une baguette magique pour savoir quelles essences vont s'adapter, vont résister? Alors, je le dis tout de suite, la réponse, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a quand même des questions à se poser, des idées, des réflexions qui sont menées et des outils qui existent. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie pour nous parler de tout ça. Et bien entendu, encore une fois, on développera tous ces sujets dans nos webinaires de 2024. Stéphanie, je te laisse la Merci, main. merci Agnès. Ben oui, donc peut-être juste en introduction, je vais peut-être vous décevoir parce que je ne suis pas une spécialiste de l'arbre et je ne suis pas une magicienne non plus. Et je sais que l'arbre idéal, il n'existe pas, mais les attentes, elles sont nombreuses, mais cet arbre idéal n'existe pas. Mais je vais malgré tout, dans la diapo suivante, vous tâcher en tout cas d'apporter des éléments de réponse en commençant à aborder en réponse 2 sujets qui seront traités en profondeur l'année prochaine. Donc tu l'as dans la diapo suivante, les deux, voilà. Les 2 sujets que je vais aborder, c'est évidemment donc ce fameux choix des arbres qui est question cruciale dans ce contexte de changement climatique et de perte de biodiversité. Quels arbres planter pour qu'ils résistent au climat dans le futur? Doit-on aller vers de nouvelles essences plus adaptées? Lesquelles et pourquoi? Mais ce que je vais surtout essayer d'aborder dans cette première séquence, ce sont les recommandations préalables à tout projet finalement. Et ensuite, les modalités de plantation qui seront abordées dans quelques diapos, c'est-à-dire en quelque sorte les règles essentielles pour planter, dans les meilleures conditions. Donc du coup, quel arbre choisir pour rendre la ville habitable et vivable aujourd'hui et demain? Donc ça, c'est la diapo suivante. Donc la question, elle est vaste. Et du coup, il y a plusieurs approches qui existent. Donc 2 qui sont différentes, mais qui peuvent être complémentaires de façon un peu caricaturale. Mais bon, c'est bien de les mettre, d'en parler. La première, c'est l'approche qui constitue à expérimenter de nouvelles espèces végétales venues d'ailleurs, de pays ou de régions plus lointaines, pour planter des espaces qui seront adaptés au climat plus chaud de demain. Donc l'ONF, l'INRA, des collectivités, par exemple la ville de Lyon, expérimentent déjà et réalisent des projets en plantant des végétaux issus du bassin méditerranéen. La seconde approche consiste à faire confiance finalement à la capacité d'adaptation des végétaux, et notamment des végétaux indigènes qui seront, on l'espère,
résister et s'adapter au changement climatique. Donc ces végétaux-là, ces espèces indigènes, on le sait, font preuve d'une grande résilience face au changement climatique un peu brutal qui s'opère depuis quelques années. Et on le sait, développent des mécanismes d'adaptation et de survie complètement inattendus, voire même insoupçonnés. Donc, on peut aussi essayer de se dire qu'on peut faire confiance à cette résilience des végétaux. En tout cas, ces deux approches ne sont pas opposées, bien au contraire, elles peuvent être bien sûr complémentaires. La nature, elle n'est pas uniforme. Il faut mixer sur la diversité des solutions finalement. Il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'espèce miracle. Les collectivités, les aménageurs doivent expérimenter et se saisir finalement de ces différentes approches pour construire les opérations de végétalisation d'aujourd'hui et de demain sur le territoire. Mais surtout, finalement, la question qu'il faut aussi se poser, c'est quels arbres, mais surtout pour quels objectifs. Donc, diapo suivante. Donc, du coup, pour quels objectifs, tout en gardant évidemment à l'esprit que le changement climatique, il est présent et il est à l'œuvre. Donc, les objectifs ou les services rendus, Agnès en a parlé en première partie, très nombreux, très différents. On va pas les détailler à nouveau. Réfléchir, améliorer la qualité de l'air, embellir, favoriser la biodiversité. Ces objectifs peuvent au sein d'un même espace se combiner et évidemment s'ajouter, mais il s'agira bien à ce stade-là d'adapter le choix des arbres aux conditions écologiques du site et pas l'inverse. Il s'agira bien de définir les objectifs du projet et ainsi faire des choix de conception en fonction du diagnostic écologique et paysager du site, c'est-à-dire du diagnostic de l'existant, caractéristiques générales du site, Nicolas en a aussi parlé, de l'histoire du lieu, du site, et également, évidemment, des pratiques de gestion et des usages actuels et futurs et des attentes qu'on attend également d'un projet de plantation ou de végétalisation. Donc, diapo suivante. Ce qui est important, finalement, c'est de mettre en avant dans cette question du choix des arbres, c'est quelques notions essentielles à retenir. En premier lieu, tout d'abord, la mixité. La mixité entre les différentes strates, favorisant ainsi, du coup, une végétation étagée. Dans le schéma de gauche, on distingue bien la strate mucinale, composée de mousse et de lichen, certes peu visible, mais très importante. Ensuite, la strate herbacée, la strate arbustive et la strate arborée. Donc, du coup, on voit bien que, en parlant d'arbre, finalement, on ne peut pas penser l'arbre tout seul, mais il faut bien penser l'arbre dans cette composante plus large, et la végétation étagée est extrêmement intéressante. À noter que 80%, par exemple, de la biodiversité d'une haie diversifiée, à plusieurs étages, va se trouver sous le premier mètre de végétation. Et on le voit aussi sur les photographies également, en termes d'ambiance, c'est tout aussi intéressant parce que ça va structurer l'espace, ça va offrir un paysage plus varié et plus riche. Sur ces deux photographies prises au même endroit, à 2 ans, presque 3 ans d'intervalle, on voit bien que l'ambiance paysagère que l'on obtient grâce aux différentes strates. Donc, diapo suivante, outre la mixité, il est aussi primordial d'encourager la plantation d'une végétation diversifiée. Donc, on est là sur la diversité. Quelques chiffres nous montrent aujourd'hui qu'il y a finalement peu de diversité dans nos villes. Sur 130 000 arbres en ville à Montpellier, 50% des arbres sont regroupés sur seulement 3 espèces. Les platanes, les pins, les micoucouliers. Donc, on voit bien la première photographie, elle nous montre un bel alignement de platanes dans un parc. Ils sont là depuis longtemps, ils ont l'air en bonne santé, ils sont magnifiques et c'est tant mieux, mais ça montre ces plantations monospécifiques qui existaient avant, qu'on plantait depuis fort longtemps. Or, aujourd'hui, choisir un maximum d'espèces végétales, de variétés différentes, avec une végétation étagée, au sein d'un aménagement, aura de nombreux effets positifs. Par exemple, ça permettra d'étendre la période de floraison et ainsi participer à la qualité paysagère
du coup esthétique du site, avec une floraison, on le voit sur la photo de droite, qui sera diverse. Ça permettra, j'espère, de proposer aux insectes pollinisateurs du coup une offre en pollen plus importante et variée, ce qui contribuera évidemment en retour au développement naturel de la végétation de votre aménagement. Ça favorisera finalement la végétalisation spontanée, parce que bon, on peut se poser quel arbre planter, mais on a aussi évidemment, il faut faire aussi confiance en la végétalisation spontanée. Ça participera, et Nicolas nous l'a dit, à une meilleure captation de l'eau de pluie par les plantes, finalement aussi à chaque étage de végétation. Et ainsi, ça permettra d'établir un écosystème stable, un milieu ou des milieux fonctionnels qui favorisera du coup un équilibre naturel dans le cadre dans lequel du coup par exemple le risque de propagation de maladies sera diminué. Donc, tout en essayant, tout en évidemment ayant toujours à l'esprit d'associer des espèces qui ont des besoins analogues et qui seront évidemment adaptées aux conditions écologiques. Donc du coup, des outils sont là, pour vous aider. Ils vous apporteront des précisions sur certains végétaux. Ils ne pourront pas se substituer aux experts. En voici quelques-uns, je ne vais pas les détailler, il y a les liens Internet pour pouvoir aller les consulter, mais quelques-uns, notamment l'outil Sésame qui permet de faire prendre conscience de l'importance, justement, Agnès en a parlé, des services écosystémiques rendus par les arbres. C'est un outil qui constitue une aide à la décision importante dans le choix des essences, élaboré par le CEREMA, et en plus il y a une démarche en cours, en tout cas une spécificité sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Un deuxième outil, à titre d'exemple, l'outil Planton local en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui du coup, lui, met à l'honneur les palettes végétales d'espèces indigènes, qui permettront de proposer des espaces à haute valeur écologique et qui pourront mieux résister et s'adapter au changement climatique. Également, 2 sites Internet. Sur la diapo suivante, le site Végétal Local, où vous trouverez sur ce site-là une mine d'informations sur le sujet du végétal local avec une rubrique ressources très intéressante. Ou encore l'outil Floriscope qui est développé par Plantes PT et qui vous propose une base de données importantes composée de nombreux critères et qui, du coup, pourront vous aider dans un éclairage au niveau des plantations. Donc, du coup, malgré toutes ces ressources, il est important de se faire accompagner à toutes les étapes du projet. C'est la diapo suivante. C'est important de bien s'entourer à toutes les étapes des experts, des paysagistes concepteurs, des naturalistes, des écologues, et évidemment les pépiniéristes, les producteurs. Et j'en oublie sûrement d'autres qui sont listés dans la diapo. Chacun pourra vous apporter, dans les différentes phases du projet, pourra vous éclairer sur des choix les plus judicieux à opérer. Parce que justement, il est important de se faire accompagner, parce qu'il est important de planter dans de bonnes conditions, et tous ces experts pourront à chaque étape vous éclairer là-dessus. On le voit sur la diapo suivante que aujourd'hui, bon nombre de régions, bon nombre de départements encouragent, et vous êtes nombreux à planter des arbres. Il y a de nombreux projets qui fleurissent sur les territoires, notamment aussi des projets de micro-forêts urbaines qui utilisent notamment la méthode alors j'arrive jamais à le dire, Miyawaki. Je ne sais pas si c'est ça, mais bon, voilà, vous avez compris. Sans entrer dans le détail sur cette méthode qui est très en vogue, on peut rapidement dire que tout ça, ça peut questionner au niveau du coût et de la sobriété, tout simplement. Pour plusieurs raisons, car cette méthode, elle privilégie la quantité des espèces, des végétaux, qui va du coup accroître le besoin en eau. Et c'est aussi une méthode qui se fonde sur un taux de mortalité qui sera très important, où seuls les individus les mieux adaptés se maintiendront. Donc, quoi qu'il en soit,
ce qui est important de retenir dans tous les projets, c'est qu'il faut privilégier la qualité et pas forcément la quantité. Donc, du coup, enfin, pour finir, je vois que Agnès avance parce que je vois l'heure qui tourne. Il est important qu'on aborde le choix des arbres. Pour finir, dans cette partie, il est important, quand on aborde le choix des arbres, de bien avoir à l'esprit quelques règles essentielles de bonnes pratiques pour réussir les opérations de végétalisation, pour qu'il y ait justement moins de mortalité possible. Vous trouverez toutes les bonnes pratiques recensées de façon très détaillée dans les règles professionnelles élaborées par les professionnels du secteur sous forme de fichiers en téléchargement sur le site de l'UNEP, de l'Union nationale des entreprises du paysage, aussi bien pour les travaux de plantation que pour les travaux d'entretien. À titre d'exemple, j'ai voulu en mettre en avant quelques-uns, notamment l'approvisionnement en végétaux. Donc là, évidemment, rapprochez-vous des pépiniéristes, des semenciers très en amont du projet pour vous assurer le bon approvisionnement. Contrat de culture, par exemple, c'est une solution appropriée pour garantir un approvisionnement en végétaux. Ça va lier du coup le client et le producteur. Également, il est important de s'assurer du coup de la qualité des plants, de la qualité du système racinaire. C'est l'avenir de la plante, hein. Les racinaires doivent être équilibrés. Il faut que vous ayez, que vous réceptionnez des arbres en bonne santé. Également, le stockage des végétaux sur le chantier, il est essentiel, car trop souvent, de nombreux végétaux sont perdus en raison finalement de leur mauvaise conservation sur le chantier. Et s'ils sont plantés déjà trop affaiblis, du coup, leur garantie de survie, elle est évidemment bien diminuée. Et enfin, évidemment, tous les soins qu'on peut apporter après la plantation, ils sont essentiels. Le tutorage adapté, la protection du tronc, le paillage, l'arrosage pour la reprise des plants et évidemment adapter la gestion. Enfin, pour conclure, il faut garder à l'esprit que, diapo suivante, et ça sera la dernière, que l'arbre, c'est pas un mobilier urbain. Planter un arbre, c'est un engagement de long terme. Quelques recommandations qui peuvent paraître évidentes, mais qu'il est bon de rappeler pour anticiper l'envergure finale. Au niveau des plantations, il faut éviter les distances de plantation trop courtes. Il faut anticiper le volume des racines. Il faut choisir des plants qui sont jeunes. Il faut planter à la bonne période de l'année. Il faut limiter des démarches trop interventionnistes sur les arbres, puisqu'on sait que c'est pas bon. Et il faut évidemment mettre en œuvre une gestion appropriée et spécifique. Et c'est cette gestion-là derrière qui permettra de pérenniser vos plantations, sans oublier évidemment que pour des arbres urbains en bonne santé, il est important de penser biodiversité. Et ça sera pour moi le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi pour tous ces bons principes et tous ces rappels. Alors, du coup, on va passer aux quelques questions, notamment par rapport à ton intervention, Stéphanie, et après je reviendrai à celle de Nicolas. Il y a une question qui est de, est-ce que quand on choisit de planter des espèces uniquement adaptées au changement climatique, donc non locales, dans une de tes propositions, est-ce que cela peut porter préjudice à la biodiversité locale déjà présente? Alors, c'est vrai que tout dépend, c'est encore une fois, voilà, tout dépend des objectifs qu'on veut mettre en avant. Si l'objectif premier, c'est vraiment de favoriser des espèces à haute valeur écologique et de favoriser la biodiversité, il est clair que la plantation d'espèces indigènes devra être la priorité. Par contre, si l'objectif, c'est pas que ça, l'objectif premier, c'est pas celui-ci, il y a d'autres espèces qui peuvent être plus exotiques. Je ne parle pas d'exotiques envahissantes, hein, je parle juste d'exotiques, hein, pas forcément, qui peuvent être plus adaptées. Donc, tout dépend, il faut se poser la question de quels vont être les objectifs, les premiers objectifs à mettre en place, à vouloir dans l'opération de végétalisation que j'ai envie de mettre en place sur mon territoire, quoi.
Ok. Alors, deux questions peut-être auxquelles vous pouvez répondre tous les deux. On voit très souvent des talus dont l'excédent de terre est reporté autour du tronc d'arbre. Est-ce que ça a un impact sur le tronc? Le tronc a-t-il un rôle? Alors, je pense que oui, le tronc a un rôle. Alors ça, c'est un exemple hein, dans les pratiques, effectivement. Est-ce que ça vous parle, ce type de pratique, Nicolas ou Stéphanie? Le fait de ramener l'excédent de terre, faire une sorte de bourrelet de terre autour du tronc d'arbre. Bon, après, moi non plus, je suis pas spécialiste de l'arbre. En tout cas, dans les règles, vu que la limite entre le sol et la partie aérienne, ce qu'on appelle le collet d'un arbre, lui, il n'est pas censé être enseveli. En tout cas, surtout sur un arbre qu'on plante, qui vient d'être planté. Ça, c'est on va dire, les règles. Mais juste dernièrement, moi-même, j'ai suivi un webinaire, une conférence où il y avait des exemples d'arbres voilà, matures. Donc, c'est peut-être ça qui fait la différence. Est-ce qu'on est sur une plantation ou est-ce qu'on est sur un arbre mature? Mais en tout cas, pour des arbres matures, le fait d'avoir augmenté, il y avait un site où je crois que c'était alors 1 mètre, ça c'est sûr, mais un site où il y a même plus de 1 mètre, je crois qu'on montait jusqu'à 3 mètres au niveau du nouveau nivellement de l'aménagement. Et donc, au final, l'arbre, il avait été le tronc totalement mis sous terre. Et pour autant, suivant les individus, et là, il y avait vraiment pas mal d'individus qui avaient continué à se développer. Donc, c'est juste encore une fois pour peut-être temporiser les choses, mais normalement, dans les règles de l'art, je ne sais pas si on le dit comme ça, le collet n'est pas censé être enseveli sous terre, quoi. Ouais, peut-être pour compléter aussi, souvent dans les plantations pour le coup là, pour les jeunes plantations, ce qui est préconisé, c'est au contraire de mettre en place une cuvette pour favoriser euh, l'apport d'eau Ouais. au niveau de la plantation et du coup de privilégier plutôt une cuvette. N'hésitez pas vraiment à vous à regarder les règles professionnelles sur le site de l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage. Il y a vraiment beaucoup de ressources et peut-être beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez quoi, sur ce volet-là. Et du coup, c'est que pour rebondir à ce que vient de dire Stéphanie, c'était surtout moi pour parler par rapport à l'arbre en lui-même, mais oui, sur le sujet de l'infiltration des eaux pluviales, idem, c'est la même approche. Il faut plutôt que ce soit aménager les espaces en creux. Justement, pas faire ce qu'on fait assez souvent en termes d'aménagement paysager, des choses un peu en relief, même un rond-point en relief ou toujours tout en relief, plutôt aménager de manière inversée, donc plutôt en creux, justement pour favoriser une petite lame d'eau qui laisse ensuite le temps au sol à l'infiltration. Et du coup, tout ça, c'est des gouttes d'eau supplémentaires dans le sol pour le bénéfice des plantes et en fonction de la pluie, des caractéristiques du sol, ce sont des gouttes d'eau en plus qui iront dans le sous-sol et alimenteront un aquifère, une nappe. Donc voilà, tout ça, c'est encore des choses de gagner, quoi. Et ce sont des gouttes d'eau en moins à gérer avec des ouvrages de pluviales artificiels. Si je peux me permettre de rajouter ça. Alors, sinon, concernant le choix des arbres en forêt, l'ONF et l'INRAE nous disent de privilégier le pin d'Alep et le chêne vert, mais en ville, est-ce qu'il faut privilégier ces essences-là? Et enfin, que penser des élantes? Donc, élante, c'est un arbre, une espèce végétale exotique envahissante qu'on trouve principalement le long des voies ferrées, mais qui s'est développée, en fait, qui se développe quand même sur les milieux dégradés de manière très rapide. Est-ce qu'il faut les éradiquer si on y arrive ou est-ce qu'il faut les réguler? Est-ce qu'il y a un peu un dogme là-dessus? Alors, moi, j'ai pas alors, je sais pas s'il y a un dogme là-dessus. En tout cas, c'est un sujet en tant que tel, hein. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en tant que tel. Puis en plus, le sujet des espèces exotiques, enfin, le sujet des espèces envahissantes. En tout cas, c'est vrai on l'a dit au début du webinaire, conserver le plus possible les arbres existants. Mais évidemment, on a aujourd'hui des espèces qui poussent
et notamment les lentes, et du coup, et on sait que celles-ci, ben, ces espèces-là, elles résistent, et ben oui, elles résistent à la sécheresse, à tout type de sol. Donc du coup, c'est hyper complexe. C'est faut-il les éradiquer ou les réguler? Moi, j'ai pas de, enfin, moi, j'ai peut-être une réponse, mais elle me regarde et du coup, et je vais pas la, enfin voilà, il y a pas de réponse. Je sais pas si il y a les chercheurs et les spécialistes de l'arbre en auront plus que nous. Euh, en tout cas, c'est très complexe. Je pense encore une fois qu'il faut pas faire des généralités et dans l'éradication et dans la régulation aussi, et qu'il faut, ben, il faut faire de la dentelle, c'est-à-dire qu'il faut voir au cas par cas. Des fois, il faudra les éradiquer et des fois, peut-être qu'il faudra les réguler parce qu'on va se rendre compte que pourquoi pas. Donc, encore une fois, euh, il n'y a aucune réponse unique en fait. C'est à chaque fois des réponses qui doivent être, qui doivent s'adapter au contexte local et aux objectifs initiaux, quoi. Donc c'est un peu une réponse de Normand que je vous fais. Ouais. Hein. Après, il y a des Mais, retours d'expérience de collectivités qui ont fait le choix éclairé, on va dire, de conserver certains élantes qui s'étaient bien développés et qui, du coup, formaient une sorte de canopée et apportaient, malgré tout, des services d'ombrage et de rafraîchissement sur des secteurs en ville. Et qu'ils se sont dit, bon, plutôt que de couper ces élantes de toute manière qu'on n'arrivera pas à gérer parce qu'il y aura des rejets, etc., on les conserve, voilà, ils sont là, ils font de l'ombre, on les garde, quoi. Mais encore une fois, comme dit Stéphanie, c'est pas une réponse unique et applicable partout. C'est des choix après et sur lesquels on n'a pas toutes les réponses malheureusement à l'heure actuelle. Après, je pense qu'en termes de longévité, les landes, c'est un arbre qui, à mon avis, pousse très vite, mais n'a pas une longévité faramineuse. Donc, dans la durée, voilà, est-ce que c'est un bon choix de conserver des élantes et de se dire ils présentent une solution au rafraîchissement de nos villes pour demain, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est des questions que toutes les collectivités se posent, je pense, et c'est une vraie problématique. Après, sur le choix des arbres en ville, le pin d'Alep et le chêne vert, effectivement, c'est peut-être adapté en forêt. Après, on en voit régulièrement qui sont plantés en forêt, en ville également, des chênes verts en tout cas. Le pin, il pose quand même plus de soucis au niveau du système racinaire, il me semble. Après, voilà, il y a justement, sur les choix des essences, il y a des guides qui existent et qui permettent quand même d'orienter les choix sur des arbres adaptés au milieu urbain. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu veux compléter là-dessus, mais. Bah oui, c'est ça. Il y a l'outil Planton local, le guide de Sésame, l'outil Floriscope. N'hésitez pas à aller voir ces outils qui sont en ligne et qui pourront du coup vous éclairer sur ces différentes espèces-là. Mais là encore, il faudra, quoi qu'il arrive, vous entourer de spécialistes pour affiner ces listes-là en fonction, encore une fois, des objectifs que vous allez mettre en avant dans les différents espaces que vous aurez à planter ou à végétaliser. Et il y avait la même question sur les espèces adaptées aux zones marécageuses, mais justement, dans le guide planton local, il me semble justement qu'il y a une approche par type de milieu et qu'il y a des exemples d'espèces adaptées au milieu humide. Tout à fait. Au milieu boisé, au milieu humide. Tout à Ouais. fait. Ensuite, est-ce qu'on a encore des questions? On a une question sur la couverture avec des panneaux photovoltaïques, mais alors je ne comprends pas bien s'il s'agit en ville de faire un mix entre végétation et panneaux photovoltaïques. Voilà, j'ai du mal à bien cerner la question. Oui, après, ouais, ouais, le lien avec la ville, ouais, faut peut-être avoir une clarification. Sinon, juste déjà, le fait d'avoir. Enfin, un sol, c'est un horizon qui est en relation avec l'atmosphère. Donc, il faut qu'il y ait de l'oxygène et de l'eau qui puissent rentrer dedans. Donc, du moment où, on va dire, une couverture de panneaux photovoltaïques, c'est pas comme du béton ou de l'enrobé. Donc, on va dire déjà le sol en dessous peut un peu respirer, peut vivre. Ce qu'il faut, par exemple, sur des parkings, ce qu'il faut, c'est qu'en tout cas, l'eau qu'on récupère sur la surface des panneaux soit ensuite injectée dans des sortes de noues. Encore une fois, ces fossés peu profonds. Et là, du coup, on va dire, l'oxygène peut rentrer dans le sol. L'eau aussi, si on favorise des aménagements avec des noues.
en parallèle de l'alignement des panneaux photovoltaïques. Et alors, personnellement, on n'a pas, et moi, j'ai pas étudié les panneaux photovoltaïques, mais sur les toitures végétalisées, vu qu'on a réalisé une étude, oui, il y avait des exemples de toitures avec des panneaux. Et là, finalement, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'un milieu qui était totalement sec sur des toitures totalement devenues minérales, et ben, les seules zones refuge où il restait du végétal, des plantes, ben, c'était sous les panneaux, parce que justement, il y avait un peu moins de chaleur et moins d'UV direct, et un petit écosystème se développait là-dessus. Donc voilà, ça peut même peut-être apporter une sorte de richesse d'avoir une alternance d'habitat. C'est un peu ça aussi, en tout cas sur les toitures végétalisées, c'est notre sujet, on n'est pas sur l'arbre en ville, mais c'est de multiplier ce qu'on appelle les micro-habitats. Et finalement, en ville, c'est la même chose, c'est de multiplier les habitats. C'est d'avoir peut-être différents lieux propices à différentes espèces, et notamment quand on parle de plantes spontanées, de végétation spontanée. Chaque espèce trouvera, en fonction du milieu, un milieu propice à son développement. Donc voilà, ça peut être une forme de richesse aussi, mais on n'a pas fait nous d'études directement sur ça. Et ensuite, après, on va conclure. Il y avait aussi une remarque intéressante sur la transversalité et la culture commune entre les services, puisque effectivement, souvent, on va avoir des services qui gèrent le patrimoine arboré qui vont être sensibilisés justement à ces besoins de l'arbre, voilà, pour le maintenir en bonne santé, lui permettre de se développer, et peut-être des services en charge des travaux, de la voirie, qui, eux, du coup, n'auront pas le même niveau d'information. Et on va parfois arriver à des contradictions dans les projets d'aménagement où un trottoir va être refait et puis on va refaire l'enrobé jusqu'au collet de l'arbre, au grand désarroi peut-être du service qui s'occupe de ce patrimoine arboré. Et donc voilà, ça c'est un enjeu qui est commun à toutes les collectivités, hein, de créer cette culture commune, cette transversalité et d'arriver à faire monter en compétence tous les services sur ces questions-là pour que voilà, ensemble, il puisse y avoir une bonne synergie. Mais c'est là où, enfin, voilà, sur ce sujet d'arrêter de travailler en silo, de la transversalité. C'est pour ça que c'est important la phase au niveau de la conception, de l'aménagement du projet, de mettre le maximum de services autour de la table, et les futurs services qui auront en charge l'entretien. Parce que justement, là, ce dont on vient de parler avec nos trois parties, où la ville renaturée, c'est une ville où on lui donne plus de place donc au végétal, au sol, à l'eau, des aménagements qui sont du coup avec multifonctionnel, et du coup avec différents services qui vont venir entretenir. Et ça, pour qu'il y ait une acceptation, parce que du coup, entre un pied d'arbre qui est entouré avec de l'enrobé, où on vient avec une nettoyeuse automatique et où ça prend quelques secondes face à un pied d'arbre végétalisé, on peut entendre un discours qui est oui, mais ça prend plus de temps, oui, c'est plus du temps agent. Donc il faut bien mettre les personnes qui vont entretenir, les services qui vont entretenir autour de la table et très tôt, pour que chacun pose sur la table ses contraintes, ce que ça implique, le temps que ça lui demande, et que tout soit réfléchi et propose un aménagement qui soit pas juste une belle esquisse, un beau projet montré sur le papier, mais que en quelques années, par fragilisation, on va dire, de l'étape d'entretien, on perd des individus, des plants, des arbres ou autre, quoi, ouais. Ça, c'est important, la concertation pour ça aussi. Tout à fait. Et enfin, allez, je prends une dernière question et puis on va terminer là. Quid de la transplantation d'arbres? Est-ce qu'on a des règles sur la transplantation d'arbres? Et j'imagine qu'on parle là d'arbres assez matures qu'on souhaiterait préserver d'un projet d'aménagement, par exemple, et déplacer. Est-ce que ça se fait ou pas? Bon, juste comme ça, mais ça n'a rien à voir avec notre connaissance du travail, hein, c'est que les oliviers, je crois qu'ils arrivent à peu près à bien repartir. Mais globalement, du moment où comment dire, quand on transplante un arbre mature, enfin un arbre assez grand, à force de couper le système racinaire, c'est là où soit le système racinaire arrive à créer des bourrelets, à se protéger face à des intrusions d'agresseurs, parasites ou autres. Et là, du coup, l'individu, l'arbre arrivera à s'adapter, à survivre et du coup à être transplanté. Mais c'est vrai que normalement, du moment où on sectionne des racines assez importantes, là, on transforme ensuite le développement du système racinaire qui peut ou pas répondre. Et suivant la plasticité, on va dire, de l'individu, il y a des fois où non, ça ne répond pas et au final, l'arbre va mourir. Donc voilà, c'est vrai que ça pourrait être, Agnès l'a dit, suivant les questions que vous posez, des sujets qu'on creusera et des thématiques qu'on creusera dans le cycle de webinaires qu'on vous proposera en 2024.
typiquement, ce sujet-là, ça peut être intéressant d'avoir des exemples d'aménagements où on a transplanté des individus de grande taille, en mature ou autre. Donc, oui. Très bien, très bonne idée. Bon, écoutez, je pense on peut conclure. On vous remercie en tout cas à tous pour votre participation et puis bah, merci à mes collègues intervenants aussi pour leur présentation. Et du coup, on vous donne rendez-vous alors pour le prochain webinaire sur le zéro déchet plastique fin novembre, mais également l'année prochaine pour notre nouveau cycle de webinaire 1 heure pour comprendre et agir. Et avec effectivement donc ces 3 webinaires sur l'arbre où on poussera bien plus en détail ces sujets qu'on a essayé de brosser aujourd'hui. Voilà, donc on vous dit à très bientôt et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez d'autres questions. Voilà, merci bien et bonne fin de journée à tous. Au revoir et merci. Au revoir, merci.